Bonjour à tous. Donc, tu me confirmes que l'écran est bien partagé, vous voyez bien mon diaporama. Parfait. Parfait. Ça marche. OK. Donc, bon, je vous ai structuré cette petite présentation autour de deux temps. Comme on a un panel que je ne connais pas, je suis quand même reparti sur un certain nombre de fondamentaux qui permettent de comprendre l'évolution réglementaire. Alors, ça ira très vite. Et s'il y a besoin d'approfondir les fondamentaux, après, du coup, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la première slide, où vous pourrez me poser vos questions, on va dire, a posteriori, n'hésitez pas. Et vous avez le site internet de la société sur lequel, effectivement, on a un certain nombre d'informations, et notamment de lettres d'actualité réglementaire régulières, qui sont essentiellement orientées sur les évolutions réglementaires. Donc aujourd'hui, on va parler d'étiquetage et surtout on va parler d'une évolution du règlement 1272-2008, donc qui est dit le règlement CLP pour étiquetage, classification, étiquetage et emballage, au travers d'un nouveau texte qui s'appelle le règlement 2024. Donc on va parler d'étiquetage, mais cette évolution réglementaire ne parle pas d'étiquetage. Donc sans rentrer dans le détail quand même, je brosserai le tableau de l'ensemble des évolutions. Mais bien sûr, on n'a pas le temps de parler de MOC ou de la classification spécifique. Donc, n'hésitez pas à me solliciter via l'adresse mail pour ce que je n'aurais pas développé. Voilà. Donc, bon, je balaye vite fait, mais effectivement, ce qu'expliquait Guillaume, on est une société sœur de GMJ. Nous, on est sur Strasbourg. Notre métier, c'est l'étiquetage pour les utilisateurs de produits chimiques dangereux. Donc, on fait de l'amont, on fait de la classification, donc de l'étude réglementaire, de l'étude de formules chimiques pour identifier les classifications. Et après, on bascule sur un processus de rédaction de fichiers de sécurité et sur un processus de réalisation de visuels étiquettes, donc CLP ou combiné CLP transport, qui ensuite peuvent être imprimés dans nos locaux sur la région de Strasbourg. Donc, l'intérêt, c'est qu'on a une solution globale internalisée qui va de l'accompagnement réglementaire jusqu'à l'impression en petite moyenne série de ces éléments réglementaires. Donc, on a une internalisation quasi unique en France sur le sujet qui fait qu'on a une maîtrise de bout en bout du processus. C'est ce qui fait notre valeur ajoutée, notre force. Voilà, donc effectivement, on travaille essentiellement dans le monde de la chimie, mais pas que. On a aussi des entreprises qui tournent autour de la chimie, qui ne sont pas forcément des chimistes. Donc on peut très bien faire des actions conjointes avec effectivement les clients de Guillaume sur les clients de GMJ sur le sujet. Donc on peut très bien attaquer la partie, on va dire, transport de marchandises dangereuses, comme des sociétés qui vont fabriquer des bougies ou des produits de parfum, jusqu'en allant à la chimie lourde, à la chimie de pétro, ou même la chimie de spécialité qui peut rentrer dans des principes actifs de médicaments. Donc on balaye très large. Donc je vais vous brosser dans le temps qui m'a imparti le champ du 2865, du nouveau règlement qui a été publié le 28 octobre 2024, d'accord, qui modifie, on va dire plutôt ça comme ça. Il modifie le texte d'origine, qui est un règlement aussi, qui est entré en vigueur, lui, en 2008, avec sa dernière phase de mise en application en 2015. Alors, un préambule, puisqu'on se rend compte au travers de nos actions et de nos missions que les structures françaises ont des ramifications potentielles en Europe et à l'international, et parfois, il y a des incompréhensions. Donc, il faut surtout prendre en compte que le règlement CLP, qui est un règlement dit européen, donc ce n'est pas une directive comme on a vraiment les directives préparation et les directives préparation et mélange dangereux, c'est un règlement donc il est directement transposable en droit local, d'accord?
Et surtout, il provient d'un système qu'on appelle GHS, c'est un acronyme hein, qui veut dire Système Général Harmonisé, qui lui est international, d'accord, et qui est sous forme de recommandation. Donc, à vous de réfléchir où vous êtes localisé, quelles sont vos zones de commerce entrant et sortant, et à bien identifier le champ réglementaire qui s'applique. D'accord? Simplement, pensez bien que le GHS, c'est international. Si vous êtes dans l'Union européenne, si vous commercez avec l'Union européenne, c'est le règlement CEL. Après l'international, on a le système HCS, par exemple, qui est le système américain. Alors, on a un autre système aux États-Unis, au Canada, on a un système en Australie, on a des particularités, comme par exemple la Norvège, les Pays-Bas, donc qui, eux, appliquent le GHS. Donc, il faut aussi bien penser que même s'il y a des passerelles et des liens, notamment si on prend le système HCS avec les États-Unis, il faut faire attention qu'il peut y avoir des disparités. Par exemple, la partie environnementale n'est pas prise en compte aux États-Unis. On reste sur la partie santé humaine et l'aspect physique avec, par exemple, les risques incendies, ce genre de choses. Donc pensez bien au référentiel et là où vous allez commercer pour bien identifier et bien adresser le bon champ réglementaire. Donc voilà, c'est une redite, c'est ce qui est écrit en rouge en bas. Bien identifier aussi votre statut, si vous êtes un fabricant, un importateur, ça va être important parce qu'il y a une petite modification dans le nouveau règlement. Si vous êtes un utilisateur, quand on dit un utilisateur aval, c'est un utilisateur professionnel, à contrario d'un utilisateur final qui est nous tous à la maison, d'accord? Ou si vous êtes la notion de distributeur pur et simple, attention, tout ça, du coup, en fonction de la zone d'achalandise, le CLP va vous concerner. D'accord. Euh, Comme on est sur aussi un panel de clients GMJ Phoenix, attention, la partie transport de marchandises dangereuses, hein, c'est une réglementation autonome et à part. Elle n'est pas impactée, on va dire dans le sens, dans le sens global, elle n'est pas impactée par le CLP. Alors, ce que je dis là, pour les puristes, ils vont me dire que ce n'est pas tout à fait vrai. On pourrait parler de l'UNES, effectivement, et on pourrait parler de la classification, mais il n'est pas impacté dans son sens où la réglementation de transport est autonome, donc est identique, on va dire, si on veut classer des tox, si on veut classer des dangereux pour l'environnement. On va commencer par ce qui ne s'applique pas, comme ça on en sera débarrassé. D'accord? Alors, que ce soit le règlement actuel ou le nouveau règlement, enfin le règlement actuel, oui, je dis encore règlement actuel parce qu'on a des phases, on a des délais d'application, mais le futur règlement, le champ des exemptions est le même. Donc, pour mémoire, tout ce qui est substances et mélanges radioactifs n'est pas couvert par le règlement CLP. Les contrôles douaniers, les intermédiaires non isolés. Alors, je ne détaille pas hein, parce que je n'ai pas le temps. Posez-moi les questions en off si vous ne savez pas ou si vous pensez être soumis à ça et vous n'êtes pas, on va dire, sûr des définitions. Les substances et les mélanges qui sont destinés à la partie recherche ou développement, d'accord, mais qui ne sont pas commercés. Attention, c'est la particularité, hein. Si ce n'est pas mis sur le marché, c'est exempté, mais en R&D, si c'est mis sur le marché, ce n'est pas exempté. On a eu des cas récents. La notion de déchets, enfin les déchets dangereux ne sont pas couverts par le CLP. Alors pour mémoire, ils sont couverts dans la directive et quand ça a été codifié dans le livre 5 du Code de l'environnement et la directive, du coup, les déchets sont couverts par la partie transport de marchandises dangereuses. C'est notamment pour ça que la partie étiquetage des déchets, c'est de l'étiquetage transport de marchandises dangereuses et ce n'est pas de l'étiquetage CLP. La petite particularité sur les zones de défense, donc l'aspect militaire et les substances et les mélanges qui ont un intérêt, on ne va pas rentrer dans le détail, mais un intérêt pour les actions de nos militaires, alors que ce soit des militaires ou que ce soit des gendarmes d'ailleurs, même si les gendarmes sont des militaires, on les distingue, mais dans la réglementation, ils sont exemptés pour tous leurs éléments de projection aux fins d'intervention. D'accord. Tout ce qui est à l'état final aussi, hein, notre bonne vieille boîte de Doliprane, par exemple, le produit cosmétique qu'on a tous dans la salle de bain, dans leur forme finale, ne sont pas réglementés.
contre, un Big Bag de Doliprane en zone de prod ou en entreprise, là, par contre, on sera réglementé par le CLP. Pareil pour les usages vétérinaires, c'est le même principe. Et attention aussi aux denrées alimentaires, que ce soit pour nous, humains, ou pour les animaux. Euh, il y a des exemptions, mais pas que, notamment au niveau des additifs qui peuvent avoir, des additifs ou des arômes, qui peuvent avoir des actions impactantes sur l'aspect toxicologique. Voilà voilà la zone d'exclusion, on va dire ça comme ça. Je suis désolé, c'est mon vieux travers, mais je suis quand même obligé de vous parler de REACH, hein. Le REACH, c'est l'enregistrement des substances au niveau international. Souvent, on appelle ça no data, no market, hein. Pas de données, pas de possibilité de commercer. Ça s'applique qu'aux substances et même pas aux substances dangereuses. REACH pour mémoire, même si toutes les phases en fonction des tonnages ont été passées pour mémoire. Dès l'instant où je veux commercer une substance, je suis obligé de prouver, soit en monographiant, soit en analysant, de la non-dangerosité de la substance que je veux mettre sur le marché par rapport à tous les items qui sont listés dans REACH, hein, que ce soit l'écotoxicité, la toxicité par voie orale, de l'inflammation, du comburant ou autre. On est obligé de documenter point par point pour attester de la non-dangerosité. D'accord. Et bien sûr, si on a une dangerosité, on est obligé d'étayer et fournir un certain nombre d'informations physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques qui vont, sans rentrer dans le détail, servir après pour renseigner des bases de l'ECA, l'organisme qui est SINCI, qui est l'organisme de tutelle, des bases de l'ECA qui vont ensuite permettre d'identifier les dangerosités de ces substances, qui vont ensuite nous permettre de faire des classifications par rapport au CLP et surtout des classifications mélange. Ça, il y a un autre webinaire là-dessus, pour entrer dans la classification. Mais grosso modo, ce qui est intéressant de noter, voilà, maintenant j'affiche tout, le cadre général, c'est REACH, on traite de substances, quelle que soit la dangerosité. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est la source, on va dire. Surtout ce qui est critères de classification, eh bien, on est sur la source règlement CLP, c'est pour ça qu'on a le C de CLP. Et ensuite, tout ce qui est communication, donc on va retrouver la notion de fiche de données de sécurité, ou Safety Data Sheet en anglais. Donc c'est l'annexe 2 de REACH. La source, c'est REACH. La source, c'est pas le CLP pour les fiches de données de sécurité. Et les règles d'étiquetage qu'on va développer tout à l'heure. La source, ce n'est pas REACH. La source, c'est le CLP ou le GHS si je suis en dehors de l'Europe. Donc, deux éléments complémentaires avec des sources réglementaires distinctes, mais aussi complémentaires, puisque l'une va se nourrir de l'autre, c'est ce que j'ai tendance à dire. Si je n'ai pas de données de REACH, je ne peux pas faire grand-chose avec le CLP. Voilà, je vais m'arrêter là sur ce point-là. On va phénomène d'entonnoir, hein, donc on va rentrer un petit peu dans le détail. J'ai un petit sommaire qui va apparaître juste après, mais juste pour mémoire, dès l'instant où vous voulez parler de transport de marchandises dangereuses, d'étiquetage de contenants, de grand emballage d'IBC ou de placardage de véhicules, bah, il faut se référer aux sections, j'aurais pu mettre un S, aux sections 14 d'une fiche de sécurité. Et si je veux parler d'identification des dangers pour la manipulation des produits chimiques. Donc là, je vais me référer à la section 2.2 de la fiche de sécurité. Donc deux sections complémentaires, une pour l'utilisateur et une pour l'emballeur et le transporteur. Ceci implique d'avoir des fiches de sécurité conformes et à jour. Bon, c'est un autre sujet. À l'heure actuelle, pour revenir sur mon étiquetage. À l'heure actuelle, l'article 17 du règlement CLP, il impose un certain nombre d'informations avec une modification en 2021. Pour ceux qui connaissent, ça va aller vite. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est dans les mentions qui doivent figurer à l'heure actuelle sur une étiquette, on va les balayer vite fait, j'ai le nom, l'adresse et le numéro de téléphone, ça c'est important, d'accord, soit du fabricant, soit de l'importateur, soit du distributeur. Alors, ça paraît simple, mais en fait, c'est complexe. Et il faut faire le parallèle avec la fiche de données de sécurité dans sa section 1, et sous-section 1.1 et 1.4. D'accord.
On a souvent des remarques de la répression des fraudes. Attention, il doit y avoir une cohérence entre les informations qui sont sur l'étiquette et les informations qui sont sur la FDS. D'accord. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que pourrait prendre 1 heure. Et quand je dis 1 heure, c'est par un élément de langage, c'est réellement ce temps-là, pour bien détailler tous les cas, mais attention à ces informations qui sont très importantes, et souvent la répression des fraudes commence par ça pour identifier des conformités ou des non-conformités. J'aborde ce point-là aussi parce qu'on va voir qu'il y a une petite nouveauté dans le nouveau règlement CLP, enfin dans l'évolution du règlement CLP, sur cette qualification de nom et d'importateur. Ensuite, pareil, on doit faire apparaître euh, le nom de la substance. Alors, il y a le nom chimique, ce qu'on peut appeler du pack name, et il y a le nom commercial. Attention, c'est toujours pareil, ça doit être la même reprise qu'il y a sur la FDS, c'est-à-dire qu'on doit être capable d'identifier une FDS au travers d'un étiquetage, et je vais rajouter quelque chose de dimensionnant, ça doit être les mêmes identifiants, le même nom qu'on va retrouver sur les PCN, donc les enregistrements centres antipoison. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. Ensuite, on va retrouver aussi sur l'étiquette potentiellement, alors j'hésite parce que je viens de voir à l'instant qu'il y a un mot qui ne me plaît pas, il y a le mot préparation qui devrait être remplacé par le mot mélange, donc j'ai fait une coquille, j'en suis désolé. C'est pas la bonne sémantique, on parle de mélange et pas de préparation. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, je suis à un moment de fatigue. Voilà. Donc on doit retrouver effectivement le nom commercial, on doit retrouver dans certains cas, l'identifiant des compositions qui apportent, des composants qui apportent le danger. On va retrouver le ou les symboles de danger. Si on retraduit ce terme-là en français, ce sont les pictogrammes de danger. La mention d'avertissement et les mentions de danger et conseils de prudence. Je vais vous montrer des exemples concrets tout à l'heure. D'accord. Potentiellement, dans certains cas, s'il s'agit d'une substance, on peut faire apparaître, en plus de EC number, du case number, du numéro d'index, on peut aussi faire apparaître le numéro REACH pour les substances qui ont été enregistrées. Ce n'est pas obligatoire, mais dans l'article 17, c'est préconisé. Et si je suis sur une vente grand public, tout ça, ça ne change pas. Ne pas oublier la quantité, la quantité du produit présent dans l'emballage. Ensuite, on peut avoir des mentions complémentaires. Ça, j'en parlerai plus tard. Notamment, vous avez peut-être entendu parler des mentions EUH. On peut rajouter les éléments sur les biocides. On peut rajouter les éléments sur la détergence. J'en parlerai plus tard. Mais dans les éléments complémentaires, on ne comprend pas la partie étiquetage, transport de marchandises dangereuses. C'est encore autre chose. Une chose qui ne change pas, ben, c'est les formats d'étiquettes. Alors attention, les formats d'étiquettes ne changent pas. Par contre, le texte change, lui, avec l'évolution du règlement CLP. Donc lui, il est identifiable au travers du volume de l'emballage. Donc on a des plages, hein, moins de 3 litres, de 3 à 50 litres, de 50 à 500 et au-delà. En fonction de ces plages-là, on a des éléments visuels qui sont dimensionnés et qui sont dimensionnants. Voilà. Donc, il y a des standards minimums, on peut faire plus grand, mais on peut faire plus petit. Je parlerai tout à l'heure de guide d'élaboration de l'étiquetage. Vous verrez que ce sera repris dedans. Depuis 2021, on a une évolution réglementaire. Alors, je dis juste un mot pour ceux qui connaissent, ça ira vite, et pour les autres, ben, il faudra s'enseigner derrière. C'est la notion de UFI code. UFI code, c'est un numéro identifiant unique de formulation. Grosso modo, jusque-là, on avait des numéros REACH, des EC number, des CAS number, des index number pour les substances, on n'avait rien pour les mélanges. Ben, on a fait un numéro unique d'identification pour les mélanges, qui permet de retrouver via des plateformes un certain nombre d'informations, et surtout ce numéro Wi-Fi, qui est obligatoire depuis 2021, il appelle les éléments de langage qui ont été enregistrés via la plateforme de l'ECHA, qu'on appelle Euclid, qui ont été enregistrés au travers d'un enregistrement en centre antipoison. Avant, on avait un système français via Synapse qui permettait de faire l'enregistrement en centre antipoison. Maintenant, c'est un centre antipoison européen avec une plateforme d'information européenne qui sert aux instances, que ce soit les pompiers ou les instances médicales, qui permet d'appeler un certain nombre d'informations au travers du Wi-Fi code pour pouvoir derrière adresser, notamment sur notre professionnels de santé, la prophylaxie par rapport à la chimie du produit. Voilà. Donc c'est obligatoire depuis 2021, c'est obligatoire pour les mélanges, pas pour les substances, et en fonction de la dangerosité
du mélange, à l'obligation, en plus de la fusion de sécurité, de faire cet enregistrement au centre antipoison. Attention, il y a beaucoup de contrôles en ce moment, il y a beaucoup de contrôles et aussi d'injonctions, de pré-injonctions et d'injonctions, avec jusqu'à l'interdiction de commercer tant qu'on n'est pas en règle. J'aimerais bien que ça avance. Alors, je vous ai fait une petite note. Attention, le guide de l'ECHA sur l'étiquetage CLP, il n'est toujours pas à jour. D'accord? Donc, il devait être mis à jour sur janvier. Bon, c'est toujours pas le cas. Donc, bah, du coup, moi, je me suis servi du texte réglementaire et je me suis servi des attendus de la direction de la réunion qui a eu lieu en décembre 2024 à la Direction générale du travail. Session d'information, il y avait la DGCCRF, il y avait la Direction générale du travail, il y avait l'INERIS, il y avait des syndicats professionnels tels que France Chimie, l'UFCC et il m'en manque d'autres, le syndicat des sociétés telles que, qui reprennent le Roi Merlin, voilà, Castorama, ce genre de choses, où effectivement on a eu un certain nombre d'informations sur l'évolution du règlement CLP. Euh, donc je me suis inspiré, alors j'ai pas repris pour argent comptant, voilà, mais je me suis inspiré de cette journée en plus du texte réglementaire pour vous faire cette petite présentation. Dès l'instant, on aura le guide de l'étiquetage, qui lui, comme il vient de l'ECHA à force de loi, je le publierai dans une lettre d'information dès qu'il sera disponible. Le sommaire est complet. Du coup, on va le balayer ensemble et on va rentrer sur les points clés. C'est clair que sur un webinaire de trois quarts d'heure, une heure, on ne va pas tout détailler dans le détail, mais au moins vous aurez toutes les informations à prendre en compte pour après potentiellement aller chercher et aller approfondir en fonction de ce qui vous intéresse les éléments de langage qui sont extraits du 2024-2865. Un petit préambule, je vous expliquerai après pourquoi, pour balayer un petit peu plus large. Il y a des choses qui ne sont pas développées ici, mais qui sont à connaître. On va reprendre le point sur la nouveauté de l'identification du fournisseur européen, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la notion d'importateur et de fournisseur. Il y a une modification. On va balayer les nouvelles règles d'étiquetage. Donc ça, c'est effectivement le cœur et l'objet qui m'avait été demandé pour ce webinaire, avec le formalisme de l'étiquetage. L'organisation, qui est là vraiment structurante sur l'organisation des informations, et une nouveauté qui existait déjà, mais qui maintenant, le texte offre beaucoup plus de facilité de mise en œuvre sur l'étiquetage des pliantes. Et on va voir pourquoi l'étiquetage de pliantes va être de plus en plus favorisé. Je ne dis pas que c'est la solution, loin de là, mais pourquoi favoriser? Ben, on va comprendre après pourquoi grâce au formalisme de l'étiquette physique et des évolutions. Ensuite, on reparlera très rapidement du cas des petits emballages qui existaient déjà avant, mais il y a des petites précisions, notamment par rapport aux dérogations d'obligation d'étiquetage. Et ensuite, des nouveautés. Les étiquettes numériques, on va voir que c'est une nouveauté, mais vous voyez mon petit point C, il y a un mot qui apparaît, qui est assez négatif, c'est les notions de contraintes techniques. Donc, on verra. C'est une solution proposée, mais ils ont mis énormément de verrous, donc ça devient des contraintes. Une nouveauté aussi sur les notions de publicité. Alors, ça va faire bondir beaucoup d'entre vous, vous allez voir. C'est une notion de publicité et de vente en ligne. On va voir qu'il y a des possibilités, il y a des nouveautés, notamment au niveau des publicités, qui sont, pour moi, très clairement, de manière opérationnelle, des contraintes à venir où il faudra vraiment se structurer pour pouvoir répondre à ces nouveautés réglementaires. Et enfin, terminera, hormis par un jeu de questions-réponses, bien sûr, mais on terminera aussi par un rappel des échéances et des périodes transitoires, comme tout texte réglementaire. Comme tout règlement, il y a des périodes, heureusement, de transition pour que les industriels ou les professionnels aient le temps d'adapter leur outil et leur outil de communication, ou leur outil informatique, s'ils utilisent des outils informatiques type logiciel pour gérer la partie FDS et étiquetage. Donc, mon petit préambule. Donc, texte entré en vigueur en 10 décembre 2024 et on a un délai, voilà, un délai de 18 mois à mai 2026 et pour certains cas, qu'on développera dans la dernière partie, on a jusqu'à 2 ans en fonction des dispositions pour le mettre en œuvre.
Donc, on serait tenté de dire, ouf, tout va bien, on a le temps. Quand on lit le texte dans ce détail, le temps, la notion du temps, elle est aléatoire, comme dirait Einstein, elle est courbe. Et là, en l'occurrence, on va se rendre compte que le temps, il va être très court si on veut répondre à toutes ces évolutions réglementaires et qu'il y a lieu de se diagnostiquer et de s'évaluer très rapidement pour se faire un planning, parce que les échéances vont arriver très très vite, pour faire simple. Donc, dans le préambule, c'est ce que je ne vais pas développer par la suite, mais c'est juste pour la prise de conscience, hein. Dans les nouvelles mesures, on a des nouvelles mesures qui concernent la classification. Donc, par rapport à vos métiers et vos activités, je l'ai juste fait apparaître parce que je ne sais pas si ça vous impacte directement, mais notamment en termes d'évolution réglementaire, en termes de classif, on a les MOC qui se sont vus modifiés. Ce sont des mélanges constitués de substances qui peuvent même être constitués de substances. Donc, c'est un mélange à prendre en compte avec des multi-composants, en l'occurrence. Donc là, il y a des nouvelles règles sur la classification qui sont plus lisibles et qui permettent d'avoir moins sujet à interprétation pour faire la classification finale avec ces mélanges constitués de mélanges et de substances. Voilà. Je développe pas plus, je reste très vague et très général sur le point. La possibilité, donc de ça, c'est l'article 37.1, d'avoir une approche par groupage pour les classifications harmonisées. Ça aussi, c'est une évolution qui, pour les gens qui font de la classification, va simplifier la tâche. Euh, on a repris un certain nombre d'éléments de langage sur tout ce qui est perturbateurs endocriniens, les PBT, les dangereux pour l'environnement, les EH, les extrêmement dangereux pour la santé, les HVHC, les biocides, les phytos. Tout ça, on a un transfert dans l'annexe 7 qui va être progressif du règlement CLP. Donc, on va avoir une harmonisation. On le voit déjà au travers des nouvelles mentions H et UH sur les perturbateurs endocriniens. Donc, ça va être une lisibilité et une accessibilité à l'information qui va être plus simple. D'accord? Une petite particularité, c'est-à-dire pour l'article 37.5, on va avoir la possibilité, dans certains cas, de raccourcir les délais quand on fait une proposition de classification harmonisée. Bon, voilà. Une particularité, là, c'est vraiment pour les gens qui enregistrent et qui font des notifications. Dans certains cas, les délais sont longs et la dangerosité fait que ce serait bien d'avoir un avis plus rapide. Donc, ils ont rajouté cette possibilité d'accélérer les délais de traitement. Donc, voilà. Et pareil pour les nouvelles règles dans la notification à l'inventaire. Euh, on a aussi des nouveautés dans le sens où on aura beaucoup plus de données accessibles en libre consultation. Alors, c'est un avantage, un inconvénient. Certains me diront, attends, qu'est-ce qu'on fait des confidentialités? Ce sont des informations qui seront ouvertes et accessibles au plus grand nombre, notamment une notification de classification, où là, on aura un accès. Alors, dans la pratique, je ne sais pas comment ça va se traduire. C'est toujours pareil. Il y a l'annonce et puis après, il y a la mise en œuvre. Mais on aura des données d'accès qui seront accessibles à tous. Dans les nouveautés, on a tout un tas d'informations sur la notion de communication des dangers, hein. Donc, on reste bien sur des dangers, on ne va pas sur des risques, hein. Donc, les caractéristiques intrinsèques, on ne couple pas ça à l'exposition à ce danger, on n'est pas sur des risques, on reste bien sur la notion de danger. Donc, pour les perturbateurs endocriniens, les PBT, les PMT, donc les persistants, bioaccumulables, les toxiques, les écotoxiques, on a des nouveaux identificateurs. Donc, vous verrez ça dans les diapos 34-35. Ça, c'est un point qu'on va reprendre. On a révisé les règles d'étiquetage pliantes et on l'a facilité, les nouvelles d'étiquetage numérique, on va le voir tout à l'heure. Des exigences d'information complémentaires pour les publicités, c'est pareil, on va le voir tout à l'heure. C'est bien des exigences, là, en l'occurrence, hein. Les règles détaillées pour les produits rechargeables. Alors ça, je ne l'aborde pas. C'est tout simplement, vous venez avec votre contenant sur une station de libre-service et vous allez recharger votre contenant avec un produit chimique dangereux. Je n'ai jamais traité le cas. Je sais que ça existe, mais ils ont modifié, ils ont pris en compte un certain nombre euh, d'éléments de langage pour sécuriser ces systèmes de libre-service de produits rechargeables. Voilà. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Pour les ventes en ligne, donc vente en ligne de produits chimiques, un certain nombre de contraintes, vous allez le voir tout à l'heure, donc ça j'en parle.
Les exigences d'étiquetage, ben, j'en parle aussi, on va le voir tout à l'heure. Les règles de mise à jour, donc avant c'était à libre discrétion dans un temps raisonnable. Vous allez voir que maintenant, euh, ce n'est plus qualitatif, c'est quantitatif, donc il y a des règles précises. On va reparler des petits emballages rapidement aussi. Et puis, les délais minimums de mise à jour de l'étiquetage, c'est pareil, j'en parle tout à l'heure. Ce n'est plus qualitatif, c'est quantitatif. On a des délais à respecter de manière précise. J'ai aucune idée du timing. Comme toujours, je suis très bavard. La notion de fournisseur européen. Alors ça, c'est une nouvelle obligation. C'est l'article, en plus des autres mentions de l'article 17. Maintenant, on va avoir l'obligation de rajouter le nom, enfin les noms, adresses, numéro de téléphone du fournisseur qui est établi au sein de l'Union européenne. D'accord? C'est-à-dire que on a un produit, c'est ce qui est écrit tout en bas, hein, j'ai repris, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, une substance ou un mélange ne peut être mis sur le marché que si un fournisseur est établi dans l'Union et qu'il est identifié sur l'étiquetage dans le cadre d'une activité industrielle et, ils ont rajouté, professionnelle. Donc en gros, quand j'ai un produit qui vient en dehors de l'Europe, si je n'ai pas identifié, on va dire, un fournisseur qui lui-même est dans l'Union européenne, eh bien, on a verrouillé le truc. Le produit ne pourra pas être commercé dans l'Union européenne. Et les instances, au travers, que ce soit des GCCRF ou autres, auront la facilité de vérifier cela dans vos FDS et dans l'étiquetage. Alors, dans l'FDS, je ne sais pas si ça va être mis à jour. Pour l'instant, on ne sait pas, mais on pense que. Par contre, sur l'étiquetage, ils auront facilité de regarder si effectivement j'ai un identifiant, une entité juridique qui est bien dans l'Union européenne. Si ce n'est pas le cas, bah, force de loi, produit bloqué et interdit de commercer dans l'Union européenne pour ce produit. Donc, petite ligne dans le champ réglementaire, mais grosse contrainte opérationnelle pour les gens qui font venir des pays hors de l'Europe des substances et des mélanges dangereux. Donc, à rajouter sur l'étiquette. Je vous ai mis un exemple d'un produit simple. Des nouvelles règles d'étiquetage. Donc, c'est repris par le 24, 28, 65. Là, je vous ai mis un exemple, mais il y a plein de cas particuliers. Juste à rappeler que ça va prendre du temps pour ceux qui ont beaucoup d'étiquettes, mais avant, on avait des tailles de caractères qui devaient rester lisibles. Vous verrez dans le tableau d'après, ça a changé. On avait un certain nombre d'informations qui pouvaient être sur des fonds marketing. Vous allez le voir sur le slide d'après. Tout ça, ben, ça va disparaître. Donc, toutes vos structures internes, on va dire, si vous avez de merchandising, de marketing ou autre, ben, il va falloir les informer, les former. Il y a un certain nombre de contraintes qui vont leur être imposées et par expérience, je sais que les discussions vont être houleuses, mais il faut bien qu'ils comprennent que la réglementation fait foi et prime. D'accord? Donc la taille des polices, je l'ai dit. L'interlignage, alors vous allez le voir tout à l'heure, ça a beaucoup de contraintes. Vous montez à 120% de la taille de la police. On va avoir des évolutions d'étiquettes significatives. Et je me rappelle l'intervention de la dame de Franchimie à la réunion de décembre, où effectivement, elle disait que c'était très contraignant parce qu'on explosait la taille nécessaire sur l'étiquetage. Et c'est pour ça notamment que bah, quand on peut, on va augmenter la taille des étiquettes. Quand on peut, on va, en fonction des langues sur une étiquette, là par exemple j'ai une 4 langues, eh bien, on va limiter le nombre de langues quand on peut le faire. C'est-à-dire que quand on en fute et quand on sait où ça va partir, eh bien, on va essayer de spécifier les langues et pas mettre tous les champs des possibles. Et puis, si ce n'est pas possible, le législateur a prévu de faciliter la notion d'étiquette dépliante. Enfin, du moins faciliter réglementairement la notion d'étiquette dépliante. Donc, on va le voir après. Voilà, donc tout ça, c'est repris pour ceux qui veulent rentrer vraiment dans le détail dans l'article 31.3. Et l'annexe 1, voilà, je vous ai tout explicité et on a l'échéance, 1er janvier 2027. Alors attention, il y a plusieurs échéances, échéances, on va le voir tout à l'heure, mais l'échéance, on va dire de base, c'est janvier 2027. Après, attention, en fonction des cas, ce sera un petit peu avant ou après. Ça peut aller jusqu'en 2029. Bah, visuellement, voilà, pour faire plaisir à vos cellules marketing, voilà ce qu'on pouvait retrouver. C'est un cas concret d'un client, ça, hein. Voilà ce qu'on pouvait retrouver avant avec un joli fond bleu un peu qui fait rappel à une piscine, un fond piscine, bah, tout ça maintenant c'est interdit.
Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On met tout sur fond blanc, tout en texte noir. Je veux plus de rouge, je veux plus de mauve, je veux plus de saumon, je veux plus de tout ce que vous voulez. C'est du noir, une couleur, enfin une couleur, une police. Du gras est autorisé pour les éléments différenciants. Et puis plus de fond marketé. Tout ça, il faut faire disparaître. Alors, je vais poser une question à Lécha parce que là, par contre, c'est pas clair. Vous voyez qu'au niveau du pictogramme CLP, il est toujours dans le fond marketé. Il est toujours dans le bleu. Dans le texte, c'est pas clair. Donc, on a posé la question directement via l'INRS, pardon, à Lécha. On attend la réponse. Je pense qu'ils vont faire la réponse dans le guide d'élaboration de l'étiquetage. Mais pour l'instant, c'est pas clair le fait de mettre le pictogramme lui-même sur un fond blanc. Ça, c'est en attente. Voilà, le petit bémol. Par contre, vous voyez aussi que, si je prends ma souris, ça va peut-être s'afficher, voilà, je pense. Vous voyez aussi que l'empattement, la taille de l'écriture et l'espace entre les lignes, c'est beaucoup plus aéré. Alors, tant mieux pour l'utilisateur, c'est beaucoup plus lisible. Par contre, attention, ça va augmenter la surface d'écriture. Donc, dans certains cas, on ne pourra pas tout mettre. Il faudra augmenter la taille de l'étiquette ou limiter, là par exemple, ça va être le cas, limiter le nombre de langues et avoir plusieurs étiquettes pour plusieurs langues. Comme vous avez plusieurs FDS avec plusieurs langues en fonction des pays que vous adressez, c'est un peu le même principe. Une FDS, une langue. Bon, là, c'est pas une étiquette, une langue, mais c'est au bémol de la surface disponible sur l'emballage. Dans les éléments de langage, en fonction des contenants, un demi-litre qui n'existait pas avant, donc avant on avait les moins de 3 litres, donc un demi-litre à 3 litres, 3 à 50, 50 à 500, au-dessus de 500. On a toujours pareil, ça ne change pas, la taille de l'étiquette, hein, comme on a vu ici. En fait, je reprends la taille de l'étiquette qui est là. Donc ça ne change pas, c'est les étiquettes minimum. La taille des pictogrammes, il ne change pas non plus, donc rien de nouveau sous le soleil. Par contre, maintenant, de manière écrite, vous avez la taille de la police, hein. Alors, voir avec un votre informaticien si vous utilisez un système informatique, hein. C'est la notion d'outil, mais la hauteur, donc la hauteur minimale du X, hein, pour les puristes, en millimètres, à apposer sur l'étiquette. Donc c'est un minimum, hein, 2 mm sur une étiquette de 148-210, c'est tout. C'est vraiment petit, mais on peut faire plus grand. Par contre, 1,2 mm sur une 52-64, au nombre de mentions à faire apparaître, parce qu'on risque de saturer l'étiquette et de ne pas avoir une surface suffisante. Dans les exemptions, attention, quand on est sur des viales, tant qu'on ne dépasse pas 10 ml, d'accord? Donc, dans des emballages intérieurs, on est d'accord, on peut avoir une police inférieure à 1,2 mm, d'accord, au niveau du X. Donc, c'est possible. Par contre, attention, ça doit rester donc à l'appréciation facile à lire, hein, en fonction des gens, de chacun. Et pour peu que l'emballage extérieur soit lui-même dans un emballage extérieur et que sur l'emballage extérieur, j'ai l'étiquetage complet, conforme, dans le fond, dans la forme et dans le contenu, à l'article 17, donc on a vu tout à l'heure, hein, tout le contenu de l'étiquetage. Donc là, on va se retrouver, alors pour les spécialistes du transport de marchandises dangereuses, ils diraient c'est un étiquetage, c'est un emballage combiné. Bah oui, là en l'occurrence, j'ai un emballage intérieur et j'ai un emballage extérieur, avec la possibilité de déroger sur les éléments de langage sur l'emballage intérieur, à condition que sur mon emballage extérieur, je réponde bien et pleinement à l'article 17 du règlement CE. Donc voilà pour les petits emballages. Dans l'organisation des informations, alors là, c'est beaucoup plus précis et ça va poser quelques contraintes. Donc, d'où l'audit, d'où tout à l'heure ce que je disais, c'est important de s'auditer pour voir les échéances et pour voir quelles vont être les actions à engager en interne pour se mettre en conformité. Dans le champ visuel, donc dans le premier facing, en fait, hein, pour faire simple, tous les éléments qui sont dans l'article 17, alors pour mémoire, je ne vais pas les redétailler, c'est ce qu'il y a sur ma diapo 10, d'accord? Donc dans un même champ visuel, je vais devoir avoir toutes les mentions de l'article 17. Je ne peux pas me permettre sur un petit emballage d'avoir une partie sur un côté et une partie sur l'autre côté. Ça doit être indissocié, d'accord? C'est comme si vous mettiez une étiquette de danger corrosif pour le transport avec un code d'un côté et un code nu de l'autre côté. On n'a pas le droit de le faire. Tout ça, ça doit être ensemble. Mais là, c'est le même principe.
Ensuite, on va avoir des mentions obligatoires qui sont à proximité. Alors ça, c'est sujet à interprétation. Ça doit être à proximité. On ne dit pas que ça doit être dans le même champ visuel. On pourrait imaginer sur un côté. Donc, normalement, j'ai fait le renvoi. Ouais, c'est bon. Donc, je vais retrouver les mentions additionnelles, comme par exemple les EUH qui sont dans l'annexe 2. Alors, si vous regardez chez vous, si vous avez une petite colle cyanoacrylate, vous verrez des EUH. Voilà des mentions additionnelles. Des mentions issues de l'annexe 6, partie 3. Alors, on va me dire, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Je vous les ai mis pour mémoire ici. Donc voilà, vous avez toutes les mentions, tous les notas. Ils sont tous là. On va pas les détailler, hein, mais notamment dans le choix du nom chimique, le UPAC name, c'est celui qui est indiqué dans l'annexe 6, hein, mais qui peut être aussi un nom générique. Voilà. Bon, on a des particularités, donc la notion d'impureté, la notion d'état physique de la matière, si je suis sur un sel, s'il est monohydraté, pentahydraté, bon, on va avoir tout un petit tas d'informations. Les nanomatériaux, c'est très à la mode aussi. Ils sont dans les notas UAX. Voilà, vous avez ce genre de choses. Donc, on va les retrouver ici. Ne pas oublier mon UFI qui va servir à mes instances externes en cas d'incident ou d'accident, qui vont rappeler les éléments du PCN. D'accord? Pour les mélanges uniquement. Ok. On peut avoir des obligations dans une autre section. Donc là, on peut les faire apparaître à côté, notamment si j'ai des biocides, hein, les fameux TP qui permettent d'identifier le caractère biocide de la chose, les détergents, hein, si j'ai un pourcentage anionique inférieur à 5% ou cationique, qu'on retrouve dans la partie 15 de la fiche de sécurité. Ça, on doit, c'est pas on peut, c'est on doit les mettre dans une autre section, donc elles ne doivent plus être dans la partie article 17 du CLP. Ça, c'est une nouveauté. Faut bien les séparer. D'accord. Je vais retrouver aussi, alors ce qui est facultatif, ce qui n'est pas facultatif par exemple pour les biocides, mais qui est facultatif pour la partie CLP, c'est notamment si j'ai des usages conseillés, déconseillés ou des modes d'emploi. Par exemple, sur la détergence, produit de traitement de sol ou autre, je peux avoir des modes d'emploi, ne serait-ce que pour la dilution. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des informations supplémentaires. D'accord? Alors, deux points. Déjà, ça ne doit pas être une allégation, donc ça ne doit pas contredire les éléments qui sont dans l'article 17, ça ne doit pas les minimiser. Donc, ce n'est pas parce qu'on dilue qu'il faut dire le produit est moins dangereux. La répression des fraudes va vous tomber dessus. D'accord? Ce sont des éléments facultatifs, et ça, on peut les mettre en complément de l'étiquette, mais elles ne seront pas dans le champ, on va dire, visuel de l'article 17. Bon, il y a un petit rappel plus tard sur le sujet, d'accord? Parce que ces informations, là en l'occurrence, elles peuvent être fournies non plus physiquement directement sur l'étiquette, notamment les modes opératoires. On peut les mettre au format numérique euh, et on peut les mettre à disposition sur une plateforme publique. Ça, c'est une nouvelle possibilité, vous allez le voir tout à l'heure. Ça peut être très utile quand on a moins de place sur l'étiquetage. Donc ça, je l'ai dit. Mes étiquettes, c'était pas spécifié avant, hein, mes étiquettes, alors, mise à jour de l'étiquette. La notion, alors je ne prends pas en compte le délai de mise en œuvre de ce nouveau texte, de cette évolution réglementaire. Je prends là, en l'occurrence, le délai de mise en œuvre quand j'ai fait la mise à jour de l'étiquette, d'accord? Soit parce que j'ai une évolution de classification, d'accord? Soit parce que j'ai une nouvelle classe de danger. Par exemple, j'inclus des éléments sur les perturbateurs endocriniens qu'il n'y avait pas avant. Je fais apparaître une nouvelle EUH, notamment dans une vente grand public. Ou alors, j'ai une harmonisation de classification et j'ai une classification plus sévère de ce que j'avais avant. Alors, ça implique une mise à jour de fichier de sécurité, bien sûr, et ça implique une mise à jour d'étiquetage. Donc là, dans ces cas-là, on a 6 mois. C'est clair, c'est 6 mois. Dès l'instant où j'ai une mise à jour qui est plus contraignante, une nouvelle information de classification, un nouvel élément de logage par une mention H, une mention P, j'ai 6 mois. Pour le reste, dès l'instant où j'ai une modification qui est reprise dans la fiche de sécurité, avant on disait sans différer pour les informations importantes et dans un délai raisonnable pour le reste, là, le délai raisonnable, maintenant, c'est 18 mois. Donc dès l'instant où vous avez une modification autre qui impacte l'étiquetage, par exemple, tout à l'heure, on parlait de produits, comment dire, de dilution, ce genre de choses. On a 18 mois pour mettre à jour et fournir, hein. Ce n'est pas juste mise à jour, c'est fournir l'étiquette aussi. Ça rentre dans cette notion. On a 18 mois, d'accord?
Et ça, oui, le délai, ce que j'avais oublié, le délai court à quelle date? Ben, dès l'instant où j'ai l'obtention, où j'ai eu l'information dans la chaîne amont de cette information. Bien sûr, je peux pas, le délai ne peut pas courir si j'ai pas encore l'information. D'accord. Par contre, ça veut dire qu'il ne faut pas différer l'information parce qu'on retarde toute la chaîne de communication. L'étiquette dépliante maintenant. Avant, donc là, je vous ai mis une réponse, une question, un jeu de questions-réponses qui vient de l'INERIS, d'accord? Et je trouve que la question, elle est pertinente. Donc, on a ici la source, hein, l'INERIS. J'ai actuellement un mélange qui est commercialisé en France et en Belgique. Ok. Donc, avec la Belgique, attention, je vais me retrouver avec trois langues. D'accord? Donc, j'aurai le français, le néerlandais et l'allemand. C'est les langues officielles pour les deux États membres. D'accord? Et maintenant, on voudrait aussi commercer en Italie. Donc, on va rajouter une langue. D'accord? Donc, en plus, on rajoute l'italien. Et la question qu'on posait avant l'évolution du règlement CLP, c'était puis-je utiliser une étiquette des clientes parce que à cause de l'italien, ben, j'ai plus de place sur mon étiquette normale. Avec l'ancien CLP, la réponse aurait été non. La réponse d'avant aurait été non. On ne peut pas utiliser une étiquette dépliante, sauf dans un seul cas, d'accord? Uniquement si je peux prouver que mon emballage est de trop petite taille. Ça, c'était avant. Donc, on devait du coup faire plusieurs étiquettes sur plusieurs langues parce que on ne rentrait pas dans la notion des moins de 125 ml, par exemple. Et bien maintenant, avec l'évolution du règlement CLP, maintenant, on n'a plus besoin d'attester de la taille trop petite de l'emballage. Quelle que soit la taille de l'emballage, maintenant, l'étiquetage dépliante est autorisé. Ça, c'est une grosse évolution réglementaire. Je dis réglementaire parce que sur le papier, on a le droit de le faire. Après, de manière opérationnelle, ça génère de grosses contraintes. C'est pas aussi simple que ça. Mais bon, maintenant, pour résumer, on a le droit d'utiliser des étiquettes dépliantes sans contrainte de taille d'emballage. Donc, sur une étiquette dépliante, donc nous, on s'est adapté hein, pour pouvoir maintenant proposer comme service des étiquettes dépliantes. Mais chez nous, même chez nous, ça nécessite des compléments de formation pour les personnes qui réalisent ces étiquettes parce qu'on va se retrouver avec un certain nombre de contraintes qui rajoutent de la complexité sur la réalisation des étiquettes. Donc, on va avoir des informations qui vont devoir figurer sur la première page, sur les pages intermédiaires et sur la dernière page. Ça rajoute de la complexité. Sur la première page, pour faire simple, on retrouve à peu près l'article 17, nom et adresse, numéro de téléphone du ou des fournisseurs, quantité nominale, c'est grand public, les pictogrammes CLP, ils apparaissent sur la première page, la mention d'avertissement, attention ou danger, dans toutes les langues utilisées dans les pages intérieures doivent apparaître sur la première page, donc c'est une contrainte, hein. Le UFI apparaît sur la première page aussi. La référence on peut utiliser les sigles FR, DE, IT. On doit lister toutes les langues qui sont prises dans les pages intérieures de mon étiquette dépliante. D'accord. Le petit symbole, comme quoi ça peut être déplié, pas utilisé. Alors ça, c'est effectivement, ça a été une question assez pertinente. Une étiquette dépliante, il faut expliquer qu'on peut l'appeler. Sinon, une faute réglementaire. On peut avoir une amende juste pour ça. Bon, il faut le savoir. Il y aura une phrase spécifique qu'il va falloir, on va le voir tout à l'heure, à faire apparaître. L'abréviation des langues, je l'ai utilisée, je l'ai dit déjà tout à l'heure. Donc, applicable 1er juillet 2026. Donc ça, c'est juste la première page. Dans les pages intérieures, donc on va avoir idéalement, comme on a énuméré toutes les langues, eh bien on va avoir, alors soit sur chaque page intérieure, soit on peut on peut avoir plusieurs langues sur un même facing, d'accord? Donc on a la langue. On doit regrouper, alors attention, c'est par langue, on doit regrouper par langue bah, les mentions H, les mentions P, ce genre de choses. On ne peut pas mettre une mention H, je sais pas, H314 par exemple, et puis mettre la désignation en français, la désignation en anglais, la désignation en allemand. Non, on ne peut pas faire ça. On va mettre toutes les mentions H, toutes les mentions P dans la langue, et ensuite on va passer à une autre langue, on va remettre les mentions H et les mentions P. Donc il faut vraiment regrouper. D'accord. Simplement, dans les éléments intérieurs, on omettra, puisque ce sera sur la première page, tous les pictogrammes de danger et les informations d'identification du mettant sur le marché.
Donc on va se retrouver avec toutes les mentions H et toutes les mentions P qui sont reprises dans le paragraphe 1 de l'article 17 pour chaque langue dans les pages intérieures. Et la dernière page, contrainte, ça pour moi c'est une contrainte. En fait, la dernière page, on reprend tous les éléments d'étiquetage qu'il y a sur la première page. Donc en gros, la dernière page, c'est un copier-coller de la première page. On a juste à ne pas remettre les abréviations des langues utilisées. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est juste un copier-coller de la première page. Donc vous voyez, première page contraignante, les pages intérieures, juste les traductions des mentions H et des mentions P regroupées, et la dernière page, copier-coller de la première page sans les abréviations. Donc ça nous permet d'avoir plus de place pour mettre les informations, mais ça rajoute des contraintes de structure. Et toujours, on est bien d'accord, en respectant les espacements de 120%, la taille des caractères et les polices au niveau des caractères. Ça ne change pas par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et pareil aussi sur les fonds, pas de fonds marketés, on doit être en noir sur fond blanc, ça ne change pas non plus. Voilà un exemple. Alors ça, c'est un exemple que j'ai repris de l'ancien, on est bien d'accord, guide d'élaboration et qui reste d'actualité, d'accord? Simplement, la mise à jour n'a pas été encore faite. Donc, vous voyez, première page, dernière page, enfin, voilà, on retrouve les mêmes informations et à l'intérieur, on va retrouver par langue les éléments mention H et ici, mention H et mention P. Voilà un exemple concret. C'est le maximum de ce qu'on peut faire, ça. Un, 2, 3, 4, 5 facings. En production, idéalement 3 facings. On peut monter à 4, on peut de temps en temps faire 5, mais vous n'aurez jamais plus, tout en sachant que, attention, on n'est plus sur les mêmes gammes d'étiquettes et on n'est plus sur les mêmes coûts unitaires d'étiquettes. Ça va, ce que disaient les personnes de France Chimie, cette contrainte réglementaire va augmenter significativement, je dis bien significativement, les coûts de production d'étiquettes. Et du coup, toutes les sociétés qui avaient des petites imprimantes locales pour imprimer en autonomie leurs propres étiquettes, tout ça, ça disparaît. Les imprimantes locales ne permettent pas, que ce soit des TEC, des Zebra, des CAP, tout ce que vous voulez. Ces outils-là vont être à remiser ou alors juste pour repiquer un certain nombre d'informations sur une étiquette simple, mais ça ne vous permettra pas de faire ce genre d'étiquette complexe. Les étiquettes numériques, alors on a la possibilité maintenant d'ajouter un système où on va non plus avoir un élément physiquement sur l'étiquette, donc sur le contenant, mais on va pouvoir avoir accès via un téléphone portable, via une tablette, via un ordinateur, d'autres informations qui seront disposées sur un outil informatique. D'accord. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Déjà, il y a une contrainte, c'est-à-dire que tout ce qui est mentionné dans l'article 17 et l'article 25, pardon, les mentions réglementaires, elles sont exemptées de l'étiquette numérique. Il faudra qu'elles soient sur l'étiquette physique, sur l'emballage. Donc déjà, ça limite les choses. Sur l'étiquette numérique, donc uniquement sur l'étiquette numérique, on va pouvoir rajouter les mentions autres que les mentions réglementaires. Grosso modo, si vous mettez un modus operandi pour une dilution des informations d'utilisation, des informations d'élimination, voilà, ça, vous pourrez le mettre sur l'étiquette numérique. Mais à part ça, pas d'autres informations. Et attention, je suis dans le règlement CLP. N'oubliez pas qu'il y a d'autres textes réglementaires, comme notamment les biocides. Pour l'instant, le texte sur les biocides, il n'a pas été amendé. Est-ce que le texte sur les biocides va dire non, 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 les règles de mise en œuvre, de dilution et tout ça, ça doit être sur une étiquette physique et pas sur une étiquette numérique? Pour l'instant, on ne le sait pas. Enfin, moi, je ne le sais pas. Donc, au bémol 2. Donc, les conséquences, il va falloir ajouter sur l'étiquette physique un élément qui va permettre d'appeler les informations additionnelles. Donc, ça peut être quoi? Je vous ai mis un exemple. Ça peut être un QR code. Vous mettez un QR code. En scannant le QR code, ça renvoie sur un site sur lequel on va avoir les informations complémentaires. Ça peut être une puce RFID aussi. Bon, c'est plus le même coût qu'un QR code, bien sûr, mais ça peut être une solution aussi. Donc ça, c'est une contrainte. La deuxième contrainte, c'est la phrase dont je vous parlais tout à l'heure, que je n'avais pas nommée,
Mais sur l'étiquette, on va devoir rajouter une mention, du coup, si on utilise ça. La mention, elle est en rouge, hein. Des informations plus détaillées sur les dangers sont disponibles en ligne. Donc, c'est une information qu'il faudra mettre en plus sur l'étiquette physique, à côté, par exemple, du QR code, si vous mettez un QR code. Et ne pas oublier que cette phrase-là n'est pas anodine, à noter de l'obligation de mise à disposition de ces informations par un autre moyen, sur demande ou demande orale ou écrite. Donc, il faudra que vous ayez un autre moyen, si on vous le demande, d'envoyer les éléments de langage, notamment si votre site Internet il tombe en carafe, si vous faites appel à un QR code et que ça renvoie sur un site, des pages de site Internet, bah, s'il y a une indisponibilité du site Internet, on doit quand même avoir accès à l'information. D'accord? Et c'est comme pour la FDS, hein, et comme pour l'étiquetage, c'est indépendamment de l'achat, ce qui n'est pas le cas pour la FDS, mais ça doit être gratuit. Et ça, par contre, c'est indépendamment du système de FDS. Donc voilà les contraintes. Une autre contrainte, ils ont mis le même principe que pour la FDS, hein, c'est-à-dire ça doit être au moins disponible pendant 10 ans. D'accord? La grosse contrainte, c'est que, il y a le RGPD. D'accord? Donc, il ne doit pas y avoir d'enregistrement de la personne qui se connecte. Il ne doit pas y avoir de. Ça, c'est clairement écrit dans le texte, hein. Ça doit pas passer par, je sais pas, un lien pour aller télécharger une application sur un store Windows ou sur un store iPhone. Non. Ça doit être. Il ne doit pas y avoir de mot de passe. Et surtout, on doit avoir accès à ces informations en 2 clics maximum. Alors ça, pour l'informaticien, c'est une contrainte. Quand j'arrive sur le site, en 2 clics, je dois avoir l'information. Pas plus, pas moins. Ce que disait la répression des fraudes, et qu'ils allaient vérifier et qu'ils allaient contrôler ça. Et en plus, d'autant plus quand on sait que les entreprises changent régulièrement de nom ou d'URL de site Internet, Mm. en 10 ans, euh, si c'est un QR code, il y a des grandes chances que le QR code soit inopérant. Ouais, c'est Ou clair. n'importe quelle autre solution. Et puis même en disant, tu as surtout la notion de mise à jour de l'étiquetage. Et on sait très bien qu'une mise à jour de FDS implique une mise à jour d'étiquetage et que voilà, 10 ans, ça n'a pas lieu d'être. C'est pas la bonne maille. La notion de publicité. Alors, la grande nouveauté, attention, je vais prendre un exemple tout simple. Je vous laisse lire ce qu'il y a sur le slide. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Je suis un fournisseur de produits chimiques. Je vais sur un salon professionnel et je fais un joli kakémono avec lequel je vais faire la promotion de mon nouveau mélange qui va révolutionner la détergence chez les particuliers. Là, avant, je faisais une infographie et je vantais les mérites de mon nouveau produit. Eh bien maintenant, vous aurez toujours la possibilité de vanter les mérites de votre produit, mais il va falloir faire apparaître sur tous les éléments de publicité l'information sur la dangerosité de ce produit. En gros, si vous vantez les mérites d'un nouveau produit de détergence, eh bien, vous vanterez les mérites de ce nouveau produit, mais en plus, de manière très visible, vous aurez l'obligation d'indiquer les dangers du produit que vous vantez. Donc, tous les éléments, que ce soit visuels, qui servent à la promotion, à la vente du produit, donc un catalogue, un site internet, un kakémono, des brochures, des publicités. Une question avait été posée très pertinente et une spécification technique, un document de spécification technique. Est-ce que ça rentre dans le champ de la publicité? La réponse de la répression des fraudes a été, dès l'instant où c'est une promotion, au sens commercial du terme, promotion pas dans le sens réduction tarifaire, mais promotion, c'est-à-dire promouvoir quelque chose, et même une spécificité technique, donc une spec, pardon, rentre dans ce champ. Donc même là, il faudra faire apparaître les pictogrammes de danger, les mentions d'avertissement, les mentions de danger et la mention OUH. Donc ça, c'est une nouveauté contraignante pour résumer la discussion qui avait eu lieu lors de cette journée et les discussions après, parce que ce sont des documents qui vont changer régulièrement. Eh bien, il faudra toujours qu'il y ait cette nouveauté de mise à disposition, avec, en plus, si c'est grand public, l'information et le libellé. Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette de produit. Donc, vous me faites un catalogue
Vous me faites un catalogue produit, ben, il faudra mettre les éléments de danger que j'ai précisés et la phrase qui est en rouge. Si la publicité n'est pas visuelle, alors c'est une possibilité dans le champ réglementaire, ne me demandez pas, je ne vois pas pour l'instant clairement de comment ça peut se traduire, mais les pictogrammes de danger et la mention d'avertissement, donc danger ou attention, on peut l'enlever. Par contre, on garde les mentions H et les mentions P. Il y a Emmanuel Lamy qui pose une Oui, à question. la télé, ben oui, à la télé, ce sera la même chose. Très bonne question, Manuel. Et effectivement, je n'avais pas vu que tu étais là, bonjour. Et effectivement, quelle que soit la source de promotion, on parle de publicité, il faudra faire apparaître ces informations. Et attention aux allégations. Donc là, c'est un autre champ réglementaire, mais ça a bien été reprécisé. OUA, comme tu dis, oui, tu as raison. Belle onomatopée. Et attention, comme disait la répression des fraudes, en plus, dans la publicité, il ne faudra pas qu'il y ait d'incohérence, il ne faudra pas qu'il y ait d'informations contradictoires avec la dangerosité du produit affiché, et surtout pas d'allégation. Vous savez, euh, pas faire apparaître que le produit est écologique, le produit protège, je sais pas, le produit est non nocif, voilà, non polluant, non toxique. Tous ces mots-là, attention, il faut absolument pas les faire apparaître. On a traité fin d'année dernière justement une petite question, une préinjonction qui avait lieu avec la répression des fraudes sur une société. Ils sont très sensibles à ça. Donc attention à bien enlever, ça dépasse le règlement CLP. Ça dépasse le champ réglementaire du règlement CLP. On va vraiment sur la répression des fraudes sur ce sujet-là. Les ventes en ligne, eh bien c'est pareil. Dès l'instant où je suis une société et je vends en ligne mes produits chimiques directement, mon bidon de 5 litres de produits détergents, je le vends en ligne, eh bien c'est pareil. La notion des deux clics, elle reste d'actualité. Les mentions AHP, pictogramme, mention d'avertissement, donc tout ce qu'il y a dans l'article du 17, eh bien c'est pareil, ça doit apparaître, d'accord? Donc ce qu'on peut faire, c'est la possibilité, on peut faire une zoom, faire une photo, pardon, de l'étiquette et on peut la faire apparaître sur la page d'achat, la boutique en ligne d'achat du produit avec l'obligation que cette photo soit accessible par l'utilisateur en moins de 2 clics. Donc c'est clairement écrit 2 clics hein, dans le texte réglementaire, je ne l'ai pas inventé. Hein. D'accord? Et surtout, alors ils l'ont repris effectivement, pour les produits qui sont en vente en ligne et qui sont marqués, qui ne sont pas dangereux au sens du CLP, d'accord, il est interdit d'écrire non dangereux, mais il faudra plutôt, parce qu'ils ont fait un recensement, ils ont vu que c'était souvent le cas, il faudra écrire non classé comme dangereux. Ça veut dire que la différence, elle est pertinente. C'est pas que le produit n'est pas dangereux, c'est que le produit est compte tenu des connaissances de la chimie et de la toxicologie du produit à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, le produit n'est pas classé dangereux. Ça ne veut pas dire que dans le futur, vous avez tous entendu parler des E990, hein, l'évolution qui va être faite sur les exhausteurs de goût du sucre en remplacement du sucre, hein, j'ai perdu le nom, tiens. Euh, L'aspartame, voilà, à l'époque, l'aspartame, c'était la panacée, et maintenant, on fait apparaître potentiellement un potentiel danger cancérigène. Voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont mis non classé comme dangereux. Ça ne veut pas dire que dans le futur, il ne sera pas dangereux, il n'est pas dangereux, mais il n'est pas classé compte tenu des connaissances et de la réglementation comme dangereux. Donc ça, j'ai vu, j'ai vérifié aussi. Il y a plein d'endroits où effectivement, il va falloir changer les phrases. Je me suis amusé à faire un petit sondage en naviguant sur Internet. Effectivement, ça fait partie d'un job assez important pour certaines sociétés. J'arrive au bout, j'ai presque tenu les échéances, le timing, j'arrive au bout, donc je vous ai mis la source, parce que le texte, il est complexe. Si vous voulez avoir au texte, eh ben, accès au texte, donc je ne sais pas, Guillaume, comment tu as prévu de faire la diapositive à revoir, mais sinon, on vous enverra le lien séparément. Mais il y a un certain nombre de liens sur mon document qui permettent de cliquer et d'aller directement aux sources que je cite. D'accord. Donc là, vous avez les champs réglementaires et les délais. 10 décembre 2024, mise en application. 1er juillet 2026, toutes les évolutions réglementaires vont rentrer en application, notamment dès l'instant où on met sur le marché, à côté de cette date,
un produit chimique, il doit répondre aux nouveaux textes réglementaires. Pour les produits qui ont été mis en place avant, qui seraient déjà sur étagère chez vos clients, d'accord, bah, vous avez des échéances de réétiquetage, en fait, on va dire ça comme ça. C'est comme dans l'ancien CLP, on avait 2010, 2012, 2015, 2017, on reprend les 2 ans. Bah, là, on a 2028 et 2029 en fonction de quand les produits ont été mis sur le marché. Donc avant 2026, avant 2027. Donc ce qu'il faut retenir, c'est 2 dates, on va dire juillet 2026 et attention, l'échéance de 6 mois ou de 18 mois dès l'instant où j'ai une évolution sur la classification et les éléments de langage de mon étiquette. Donc ces dates-là, c'est oui mais. C'est oui, sauf si il y a une évolution sur la classification et sur les éléments de langage. Là, j'aurai plus 1 an, 2 ans ou 3 ans, j'aurai 6 mois ou 18 mois. Voilà, c'est ce que je viens d'illustrer, hein. C'est ce que je viens d'illustrer. Là, vous avez au travers d'une question qui est une question de l'INERIS. Suite à la réception d'une FDS fournisseur, un mélange fabriqué par un formulateur change de classement, en plus sévère, toujours, rarement dans l'autre sens, hein. Quel délai pour échanger l'étiquette du produit? Puis-je laisser le produit classé avec l'ancienne information sur le marché et puis-je écouler les stocks? Ça, c'est du concret. Dans l'ancien texte, dans l'ancienne version du CLP, blablabla, blablabla, euh, c'était à bref délai ou délai raisonnable, ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, c'est fini, c'est plus l'appréciation avec le CLP, d'accord? C'est 6 mois dans le cadre d'informations sur la classification plus sévère ou nouvelle classification, et 18 mois pour une modification, vous savez, les informations complémentaires qui sont autres. Donc là, c'est plus un bref délai, c'est 6 mois. Dès l'instant où ma mise à jour de FDS m'impose une classification plus sévère, j'ai 6 mois pour mettre à jour mon étiquetage et vendre mon produit avec une nouvelle étiquette. Je crois que j'ai fini. Voilà. J'ai essayé de tenir les délais. Je suis désolé, c'est un peu frustrant au niveau du timing. On pourrait en dire beaucoup plus, mais ça doit être raisonnable par rapport aux agendas de chacun. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Alors, en webinar, c'est plus facile, on n'a pas de contradicteur. Je vous remercie à tous et je repasse la main, Guillaume. Oui, merci Christophe. Alors j'espère que ça vous a plu. Alors, bon, moi je suis pas un spécialiste du CLP, je suis plus dans le transport, donc j'apprends en même temps que vous. Ça me semble bien compliqué toutes ces évolutions. Est-ce que tu proposes quelque chose pour aider les gens justement à regarder la conformité de leurs étiquettes ou est-ce que tu as quelque chose là-dessus? Parce que Alors, me oui, mettre à la place de tout le monde, c'est quand même... effectivement, je te remercie de poser la question. Je la laissais en suspens pour voir si effectivement dans le panel il y avait des gens qui allaient poser la question, mais du coup je te remercie de la poser. Oui, bien sûr, quand on a vu ça, on s'est dit, oulala, comment on accompagne nos clients et comment on accompagne des gens qui ne sont pas clients chez nous, mais qui n'ont pas forcément les structures internes euh, réglementaires pour répondre à ces évolutions réglementaires. Tout le monde n'est pas Arkema, ou tout le monde n'est pas Total Energy ou BASF, et tout le monde n'a pas des compétences en interne pour ça. Donc oui, on a structuré un petit système d'audit, c'est-à-dire qu'on est en mesure de reprendre tous les visuels. Alors, on est en mesure déjà de reprendre vos FDS pour vérifier si elles sont à jour. Déjà, c'est un point d'entrée très important. Et ensuite, on est en mesure de reprendre toutes vos étiquetages et soit de les diagnostiquer en vous donnant des modus operandi pour que vous les mettiez à jour, soit carrément, on se propose et on a un service structuré pour mettre à jour tous les étiquetages qui existent chez vous. Donc on appelle ça un petit outil d'audit qui est de diagnostic réglementaire étiquetage. Donc voilà, on a essayé de structurer de manière à ce qu'en termes de coûts, ce soit raisonnable pour tout le monde. Et surtout, on l'a structuré aussi ben voilà, c'est toujours pareil, il y a une petite question commerciale aussi derrière. Si dès l'instant vous avez besoin d'imprimer des étiquettes CLP derrière, il est clair que on va intégrer ce service. Soit vous avez un coût de prestation pour faire un diagnostic chez vous. Voilà, c'est un point spécifique. Et si en plus vous avez besoin d'imprimer les étiquettes, eh bien on fait un package qui est plus cohérent pour le client. Notamment pour tous ceux aussi qui importent des produits, qui vont devoir... Indifféremment, que ce soit en autonomie en France, que ce soit en exportation, parce qu'il y a les systèmes américains, il y a plein de choses, ou que ce soit en importation, effectivement. Hein. On identifie les champs réglementaires, c'est le b.a.-ba. On commence déjà par ça.
On va identifier les zones d'achalandise, les zones d'entrée, les zones de sortie, les langues, les champs réglementaires du CLP. Est-ce que j'ai d'autres choses? Est-ce que j'ai du transport? Est-ce que j'ai du biocide? Est-ce que j'ai du détergent? Est-ce que j'ai du nano? Est-ce que les nanos ont été déclarés? Est-ce que c'est des précurseurs de médicaments? Est-ce que c'est des précurseurs de drogue? On va identifier tous les champs réglementaires. D'accord? Et après, du coup, on va aller diagnostiquer la conformité de l'étiquetage. Dans la conformité de l'étiquetage, bah, il y a le champ classification. Donc, on va quand même jeter un œil, si c'est possible, sur les fiches données de sécurité dans la section 2.1 et la section 3.2 pour les mélanges, ou 3.1 pour la substance. Et ça va nous permettre d'évaluer la conformité du contenu de l'étiquette et du formalisme de l'étiquette. D'accord. Mais écoutez, Oui, ça existe. est-ce que vous avez encore des questions? Ou si vous n'avez plus de questions, ce webinaire se Alors, retrouve. attends, j'avais une question Oui. de... Quelqu'un a posé une question, Manuel. Le QR code suffit sur l'étiquette? Manuel, tu écris QR code suffit sur l'étiquette, point d'interrogation, plus de picto et trois petits points. Euh, j'ai pas répondu à cette question. Tu es toujours là, Manuel? Tu Oui, il pourrais est nous en dire plus? toujours connecté. Je vais même essayer de lui donner la parole. Donne-lui la main, parce que cette question, Alors, vas-y. Normalement, il peut parler, je, Manuel. je Manuel, crois comprendre. si tu retires ton micro, tu peux parler. Allô, tu m'entends? Ouais. Ouais, excuse-moi, juste, c'était simplement, j'ai dû zapper un passage sur le QR code, le flash. Est-ce que le QR code suffit sur les produits? C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de mettre picto, etc. Non, 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 non. Le d'accord. QR code permet d'appeler des informations additionnelles. Mais l'article du 7, donc les mentions H, les mentions P, les pictogrammes de danger, la mention d'avertissement, le nom de la société qui est introduit sur le marché européen et l'adresse et le numéro de téléphone, tout ça, on doit l'avoir physiquement sur l'étiquette. Par contre, le D'accord. QR code, tu peux appeler, je sais pas, un principe de dilution, par exemple, de ton produit un modus operandi d'application, par exemple, de ton Ouais, de l'eau de Javel qu'on diluerait. voilà, tu vois, je sais Ok. pas, c'est un produit de l'azur, par exemple, un produit de l'azur de bois ou un produit, je sais pas, pour enlever des graffitis sur des éléments de façade, eh bien, toute la mise en œuvre, tu vas pouvoir le mettre dans une information additionnelle que tu auras accès au QR code. Par contre, ton produit pour enlever les graffitis, s'il est, je sais pas moi, tox par aspiration, corrosif et inflammable, tous ces éléments de langage, tu l'auras sur l'étiquette. Ah, on est d'accord. Ouais, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on passait vraiment à l'ère numérique. Non, ah bah, dans le premier projet de réglementation, quand j'ai lu le texte, je me suis dit, oh là là, on va tout dématérialiser. Et en fait, ils ont fait un énorme rétro-pédalage. Ah ouais, j'allais dire, parce que c'était peut-être l'envie, mais d'accord. Ok. Ah, ils se sont rendus compte qu'en termes de responsabilité et responsabilisation, c'était pas possible. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. De rien, Manuel. Donc, ce webinaire se retrouvera sur notre site internet. Il sera enregistré, notamment, comme tu disais, Christophe, si vous avez besoin de le transmettre à la personne chargée du marketing pour qu'elle prenne conscience un peu des nouvelles obligations sur le packaging, notamment, ou sur la publicité. Donc là, je pense que courant de semaine prochaine, il sera sur le site internet. Vous pourrez le revoir. En attendant, Christophe, bah, il reste à votre disposition pour répondre à vos questions en dehors de ce webinaire. Et si vous n'avez plus de questions, je vais le terminer en vous remerciant d'y avoir participé. Et je vous souhaite Alors, une très bonne j'ai journée. Christophe. collaborateur qui me pose une question pertinente. Oui, on va structurer ça dans une action de formation. Donc, pour ceux que ça intéresse, effectivement, on pourra venir chez vous et faire, dans le cadre d'une formation, on va identifier chez vous les personnes pertinentes, mais on pourra venir une demi-journée ou une journée, plutôt une journée, faire une formation sur la réglementation et les évolutions réglementaires. Donc peut-être à voir si on a beaucoup de demandes, pourquoi pas faire une inter chez GMJ. Oui, effectivement, je vais structurer de manière à ce qu'on puisse le faire en intra pour certains d'entre eux. Voilà. Bah, écoutez, merci, bonne journée Bonne et journée à vous. et à bientôt. On est à tout le monde. Au revoir.